Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula qui succède à la prière du vendredi, accomplie aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin à la mosquée Bab Salam à Casablanca. Safro, première escale de cette édition pour braquer les projecteurs sur l'une des réalisations de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le centre de formation et de qualification de la femme qui permet aux bénéficiaires en situation précaire de consolider leurs compétences à travers des cours d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers locaux, générateurs d'emplois et de revenus. Soad Anachet. Un atelier de formation en informatique au profit de ces jeunes femmes. L'apprentissage d'un métier, un tremplin pour un emploi et des revenus. Le centre de formation et de renforcement des compétences de Safro propose une palette de filières qualifiantes. L'atelier de gastronomie est particulièrement animé. J'ai appris énormément sur la gastronomie, la pâtisserie. Notre encadrante nous accompagne et nous inculque les ingrédients d'un savoir-faire. Je suis mariée et mère de 2 enfants qui peuvent m'accompagner grâce à cet espace de jeu au sein du centre. Le centre nous donne l'opportunité d'apprendre, de nous former à un métier dans de nombreux domaines tels la couture, la coiffure ou encore l'informatique. C'est bien. Chaque personne doit se fixer un objectif dans la vie et grâce à ce centre, j'ai réussi à trouver ma vocation de couturière. Je projette d'ailleurs de créer mon propre atelier. 400 femmes en situation précaire bénéficient de formations théoriques et pratiques afin de renforcer leurs capacités et accéder à des activités génératrices de revenus. Le centre apporte également encadrement, accompagnement et soutien aux femmes désireuses de créer leur propre coopérative. 2 ont été créées cette année et financées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Une formation, un métier, une réponse adaptée aux femmes désireuses d'améliorer leurs conditions socio-économiques et leur autonomie financière. Le Swaziland réitère le soutien de son pays au Royaume sur la question du Sahara marocain. Une réaffirmation faite hier par le ministre swazilandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourreta. Le chef de la diplomatie swazilandaise s'est également félicité du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Les entretiens entre les 2 responsables ont porté sur les relations qualifiées de distinguées et de fraternelles entre les 2 royaumes, mettant l'accent sur la volonté partagée de renforcer ces liens à travers notamment la tenue de la commission mixte Maroc-Swaziland prévue en 2018. Le groupe OCP conteste la décision de la Cour sud-africaine d'envoyer le dossier de saisie du navire NM Cherry Blossom à un jugement sur le fond. Pour le groupe, cette décision est en contradiction totale avec le jugement de la Cour panaméenne qui, elle, s'est déclarée incompétente sur ce même sujet dont la nature est éminemment politique. Dans un communiqué, l'OCP précise que suite au recours intenté par le Front Polisario, la Cour de justice locale sud-africaine, outrepassant ses compétences, a décidé de renvoyer le dossier à un procès sur le fond. Les précisions avec Mohamed Lishkar. Suite au recours intenté par le Front Polisario, la Cour de justice locale sud-africaine, outrepassant ses compétences, a décidé de renvoyer le dossier à un procès sur le fond. Le groupe OCP est consterné par cette décision qui prétexte la complexité d'un sujet relevant pourtant d'un processus international en cours. Cette décision est en contradiction totale avec le jugement de la Cour panaméenne qui, elle, s'est déclarée incompétente sur ce même sujet dont la nature est éminemment politique. Le groupe OCP réfute catégoriquement les allégations fallacieuses des requérants qui ont servi de fondement à ce jugement. Tout a commencé le 1er mai 2017, lorsqu'un juge sud-africain avait ordonné la saisie conservatoire d'une cargaison de phosphate en provenance de Vosbokra, se traduisant par une immobilisation temporaire du navire à Port Elizabeth. Cette ordonnance de saisie était la conséquence d'une requête adressée au juge sud-africain par le Front Polisario sur la seule base d'allégations politiques totalement infondées et motivées par l'activisme séparatiste, une race d'autoproclamés, une entité non reconnue ni par les Nations Unies ni par la communauté internationale. Dans sa décision du 15 juin dernier, la Cour sud-africaine, saisie du dossier, a renvoyé l'affaire pour un jugement sur le fond.
Bien qu'elle admette la complexité et le caractère international de la question, elle s'est arrogée une compétence juridictionnelle en contradiction avec les principes fondamentaux du droit international. Ces décisions ne traitent ni du fond ni de la substance. Elle interfère dans le cours du processus international conduit sous l'égide des Nations Unies, contrairement à la décision de la Cour panaméenne rendue le 5 juin 2017 et qui, elle, avait statué sur son absence de compétence juridictionnelle à entendre le dossier sur le fond dans le respect du processus international en cours. Le groupe OCP dénonce donc l'instrumentalisation d'une juridiction locale par les requérants comme une instance de règlement d'un dossier politique relevant du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies. En intentant une telle action au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'appel du secrétaire général à s'engager à la reprise des pourparlers de bonne foi et sans condition préalable avec le soutien de la communauté internationale, le Front Polisario démontre sa volonté de nuire au bon déroulement du processus mené sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies et au développement socio-économique de la région. L'implantation du groupe OCP en tant que premier employeur privé de la région est un acteur clé dans le développement économique de celle-ci. Il mène ses opérations et ses activités en pleine conformité avec le droit international et en particulier le cadre applicable des Nations Unies sur l'exploitation des ressources naturelles tel qu'attesté par des rapports d'audit et des avis juridiques internationaux indépendants. Fosbokra emploie près de 2200 collaborateurs, parmi lesquels 76% de locaux. Filiale détenue à 100% par le groupe OCP, l'entreprise œuvre activement en faveur du développement humain et industriel local, permis par un réinvestissement systématique de la totalité des bénéfices réalisés. Il se concrétise notamment à travers la construction d'infrastructures pérennes sur le territoire et des investissements considérables en matière d'éducation ou d'environnement. Cet effort en faveur du développement socio-économique de la région s'illustre par une démarche de responsabilité sociale et de conformité répondant à la fois aux lois marocaines applicables et aux standards les plus stricts de l'ONU. Le groupe OCP, leader international engagé dans la sécurité alimentaire mondiale et le développement agricole de l'Afrique, dans une démarche de partenariat sud-sud, accorde partout une importance majeure à la durabilité de ces opérations, à l'égalité des chances en matière d'emploi et aux bénéfices de ces opérations pour la région et la communauté locale. Fosbokra en est un exemple éloquent. La création de la fondation Fosbokra en 2014 est une autre marque de cet engagement au profit d'une agriculture durable, du développement humain par la santé et l'éducation et de la prospérité de la région. OCP et Fosbokra continueront donc de défendre avec détermination et fermeté l'intérêt de la communauté locale, de leurs employés et retraités, de leurs clients et des agriculteurs. L'industrie automobile au Maroc connaît une croissance soutenue ces dernières années, à Tanger notamment avec l'usine Renault, mais aussi à Kenitra, où les travaux de construction de l'usine Peugeot-Citroën dans la zone franche de la ville avancent. Une fois achevé, le projet table sur une production annuelle de 200 000 véhicules. Atlantique frissonne Kenitra. Les premières structures de l'usine Peugeot-Citroën se dressent déjà. Voilà à quoi ressemblera l'usine en 2019, date de la fin des travaux. 200 000 véhicules y seront produits chaque année. L'usine devrait générer 3 500 emplois directs et 20 000 indirects. Nous avions comme objectif, lors du démarrage de l'usine, d'être à 60% de taux d'intégration. Eh bien, ce qui a été démontré aujourd'hui par les équipes de PSA, elles ont déjà octroyé des contrats pour les équipementiers et atteint un taux de 60% pour la première voiture qui va sortir du Maroc. C'est exactement les objectifs qu'on s'était fixés. Le Maroc met à la disposition du groupe français l'ensemble des ressources humaines et techniques, un projet industriel qui a fait l'objet du protocole d'accord signé le 19 juin 2015 entre PSA et le Royaume sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi. L'usine de Kenitra avance conformément à son planning, c'est-à-dire qu'en 2019, nous allons construire dans cette usine les premiers véhicules sur une plateforme tout à fait moderne qui permettra d'apporter aux consommateurs marocains en particulier et aux consommateurs africains de manière générale tout le confort, la sécurité et la modernité qu'ils attendent de notre part et en particulier de la part du groupe PSA. Peugeot-Citroën s'est fixé un autre objectif, il touche à la fabrication des pièces détachées à partir du Maroc.
Aujourd'hui, PSA a constaté qu'ils ont octroyé 646 millions d'euros de fabrication de pièces à partir du Maroc pour les usines de PSA. L'ambition de PSA consiste à vendre 1 million de véhicules d'ici 2025 et à produire pas moins de 70% de véhicules dans la région. La dynamique que connaît l'industrie automobile au Maroc constitue l'un des facteurs clés qui permettront au groupe de réaliser ses objectifs. Procès de Gdimizik, la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel à Salé décide de reporter au 11 juillet prochain l'examen du procès des accusés dans ces événements. Dans une déclaration à la presse, le procureur général du roi près la cour d'appel à Rabat, Hassan Daki, a indiqué qu'au terme de l'audience consacrée à la poursuite de la plaidoirie de la défense des accusés et celle du parquet, les avocats des mis en cause se sont attardés sur le contexte général des événements survenus au camp Gdimizik avant d'exposer les rapports de l'expertise médicale. Nouvelle consécration pour le chercheur marocain Adnan Al-Rammal. Après avoir remporté le prix de l'innovation pour l'Afrique il y a tout juste 2 ans, le biologiste a reçu hier le prix de l'inventeur européen de l'année à Venise pour une invention qui pourrait changer la donne dans la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. L'inventeur a associé des huiles essentielles naturelles aux antibiotiques, ce qui permettra de créer un traitement beaucoup plus efficace que ses pairs. Mohamed Eitleshkar. Adnan Al-Rammal a développé un antidote à base de plantes aromatiques, donc beaucoup plus efficace que certains antibiotiques. Les plantes médicinales ne sont jamais attaquées par les bactéries, les champignons ou les parasites. L'antidote développé par ce biologiste marocain, professeur à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, est produit à base d'huiles essentielles, des huiles qui contiennent des molécules s'attaquant aux microbes. J'ai fait des recherches sur ce sujet précis car il m'est apparu essentiel de trouver une alternative aux antibiotiques. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces contre des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes. Il a donc fallu trouver des antidotes efficaces. D'où le prix européen de l'invention, prix attribué aux chercheurs marocains. La résistance de certaines bactéries aux antibiotiques est en effet un phénomène qui inquiète l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La nouvelle découverte permet de renforcer l'efficacité du traitement grâce aux huiles essentielles. C'est la première fois qu'il y a un inventeur marocain, un inventeur en fait d'origine venant d'Afrique, du continent africain. Et je pense que c'est une magnifique réussite. La découverte du chercheur marocain a déjà fait l'objet de tests cliniques. Résultat, le nouveau médicament à base d'huile essentielle est révolutionnaire. Il peut sauver énormément de vies humaines. À l'international, nouvelle explosion dans une mosquée chiite à Kaboul, faisant 4 morts et 8 blessés. C'est la dernière en date d'une série d'attaques sanglantes menées dans la capitale afghane depuis le début de Ramadan. Cet attentat suicide a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. En Irak, la vague des exodes massifs des civils à Mossoul ne faiblit pas. 8 mois après le début de l'offensive pour la reconquête de la métropole, 1 million d'habitants l'ont fui au moment où 200 000 autres ont été évacués vers Mossoul-Ouest. Les organisations humanitaires ne cessent de lancer des appels pour épargner les civils des violences meurtrières. Notez à présent ces averses orageuses qui intéresseront dès 14h jusqu'à 22h les régions d'El Haouz, Azilal, Boulman, Khnifra, Jarada, Figuig, Rachidia, Khouribga, Bni Mellal, Marrakech, Ouarzazate et Ifran. La corrida, en voici un thème cher au légendaire artiste plasticien espagnol Picasso. C'est en effet à travers les figures du taureau et du minotaure que Picasso s'attache à la corrida au fil de ses œuvres. Des œuvres exposées en ce moment au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale dans le cadre de l'exposition Événements face à Picasso. Hier soir, une conférence autour de la thématique de la tauromachie dans l'œuvre de ce génie de la peinture s'est tenue. Écoutez à ce sujet le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qutbi.
À l'occasion de la belle exposition en ce moment qui se tient au musée, face à Picasso, on m'a demandé de parler du terme de la tauromachie dans l'œuvre de Picasso. Picasso, en tant qu'Espagnol, était très aficionado, adorait la corrida. Et on s'aperçoit que dans toute son œuvre, depuis ses premiers dessins d'enfants jusqu'à ses dernières peintures de Matador, c'est un thème qui traverse toute son œuvre et qui culmine dans la célèbre peinture de Guernica qui présente un taureau et un cheval. J'ai travaillé pendant 12 ans au musée Picasso de Paris. Donc c'est des œuvres que je connais bien puisqu'elles viennent toutes du musée Picasso de Paris. Donc je connais bien cette collection qui est une collection très importante de Picasso dans toutes les techniques, peinture, sculpture, dessin, gravure. Et je pense qu'elle permet au public de bien comprendre l'évolution de Picasso, ces différentes phases, la variété des techniques employées. Elle est très bien présentée et c'est une très belle exposition. J'espère qu'elle aura du succès à Rabat. Et vous venez d'écouter plus tôt l'auteur de la thématique de tauromachie. Place maintenant à notre série consacrée aux caractéristiques architecturales de nos cités. Cette fois-ci, cap sur le sud, à Taroudan, une des plus anciennes villes impériales du royaume. Un patrimoine culturel et architectural fécond qui tient notamment à ses murailles et remparts chargés d'histoire, dont la construction a évolué sous le règne des Almohades, des Mérinites et surtout des Saadiens. Leur portage est signé Abdallah Leshgar El Arbinheri, le récit de Zakaria Mouqin Billah. Située au sud du Maroc, à 76 km d'Agadir, au cœur de la plaine du Souss, Taroudant est une ville riche de son histoire. La cité garde toujours l'empreinte des civilisations qui s'y sont succédées depuis longtemps. Taroudant est connue pour avoir été une agglomération urbaine et un centre de commerce. L'architecture de ses constructions révèle son importance historique, avec ses fortifications édifiées pour contrôler les routes commerciales. En plus de son rôle politique, administratif et militaire, Taroudant était autrefois une capitale économique, où affluaient des caravanes commerciales en provenance du Soudan, et où s'installaient des commerçants européens de différentes nationalités, anglais, français, hollandais, espagnols et autres. Durant le XVIe siècle, la ville a connu un essor de l'industrie du sucre, exportée vers l'Europe est facteur de la célébrité de la ville. L'ancienne médina de Taroudant dispose de remparts et de portes originales, des éléments architecturaux déterminant le caractère de la ville. Les remparts font 7,5 km de longueur et comprennent 130 tours, 19 bastions d'angle et 5 portes. Heureusement, les remparts sont toujours là. C'est un symbole de la ville de Taroudant, avec une architecture distinguée des autres remparts au Maroc, par le fait qu'ils sont composés de 3 murs imbriqués. L'architecture de ces portes est aussi distinguée avec des arcades simples dans le cas d'un rôle commercial, ou plus sophistiquées comme c'est le cas de Bab Sedra dans un rôle militaire et de défense. La verdure des jardins est une caractéristique de l'ancienne médina de Taroudant. En plus du tissu urbain et architectural authentique, des portes et des ruelles traditionnelles, ce qui fait de l'ancienne médina le lieu d'une grande histoire. Taroudant a un cachet architectural authentique. C'est l'une des rares cités marocaines à avoir le modèle d'une cité-jardin. L'ancienne médina a gardé sa structure principale. Sa composition urbanistique est organisée autour de la place Assarag, avec 5 axes vers les 5 portes historiques. Taroudant, un patrimoine architectural riche et séculaire, un reflet des civilisations et des sociétés qui ont imprégné l'histoire de la ville. De fin de cette édition. Merci de rester en notre compagnie. Tout de suite, l'édition hispanophone vous est présentée par Zobed El Fathi. À demain.